Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Aujourd'hui encore, nous allons décrypter l'actualité, écouter donc les avis de notre invité d'aujourd'hui. Il faut pouvoir vous dire que malgré son héritage, un héritage politique fort, il trace sa propre voie. Il est membre du parti Les Démocrates. Il est le secrétaire aux relations extérieures. Il est également le secrétaire exécutif du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, qui était d'ailleurs en conférence de presse. Nous en parlerons avec lui. Il porte justement les aspirations de la jeunesse béninoise au travers de son parti politique. Il a accepté de répondre à nos différentes questions à la faveur de Matin Libre Politique, ce numéro. Merci déjà pour votre fidélité à nos programmes. Nous allons parler de son engagement, de sa vision pour l'avenir du pays et la place de la jeunesse dans le débat public. Chabi Yahi, bonsoir. Bonsoir, Robin. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir d'être encore une fois avec vous. La dernière fois, on a parlé football, maintenant on va parler de sujets plus importants. Tout à fait, politique, et ça intéresse bien nos internautes. Merci. La première question, comment décrivez-vous votre engagement politique aujourd'hui? Je pense que j'ai toujours été politiquement engagé. Je suis au sein d'un parti qui aujourd'hui porte les aspirations de la jeunesse, des plus jeunes, des plus vieux, de toute la population, et qui est aujourd'hui l'espoir de tout un pays. L'espoir d'une alternance, l'espoir d'un Bénin meilleur, et surtout, personnellement, c'est un parti dont j'épouse totalement les valeurs et les idéaux, parce que je suis quelqu'un qui est très engagé, c'est vrai, mais surtout, je me suis toujours mis dans la peau de comment je pouvais faire pour améliorer les conditions de vie des membres de ma communauté. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui au sein de mon parti, le parti Les Démocrates. J'ai été avant Force Corée au Bénin émergent. On a évolué ensemble, nous avons de nouveaux camarades, certains même qui nous ont combattus à l'époque, mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble vers cette nouvelle espoir, cette nouvelle Eldorado que nous essayons de mettre en place pour le peuple béninois. Très bien. On devient très exigeant, surtout quand son père a été justement président de la République pendant 10 ans, a un héritage. Est-ce qu'on devient de plus en plus très exigeant vis-à-vis de son engagement politique? Forcément, parce que forcément, lorsque vous faites une erreur, vous êtes 2 fois plus scruté. Je pense qu'au contraire, c'est un héritage que je porte fièrement, parce que le président Yahi Boni est, disons, une image... disons une image importante de notre vie politique. Oui. Il a été président, il a travaillé au service de tous les Béninois durant ces 10 ans. Et moi, je vois ça comme étant, disons, une voie que j'essaie de suivre, mais à ma manière, avec mes propres convictions. Et je pense que c'est important qu'au sein du parti, nous puissions être à la hauteur de ce qu'il a fait pour ce pays. Et je pense que personnellement, je ne le vois pas comme étant un fardeau, mais je le vois plutôt comme étant, disons, une piste qu'il faudrait que je puisse suivre en tant que modèle, en tant que mentor, mais bien sûr avec mes propres aspirations, ma propre vision des choses, tout en sachant que si nous sommes ensemble dans ce parti politique, c'est qu'il y a quand même un socle commun qui est notre vision d'un Bénin plus juste, plus prospère et émergent. Très bien. Nous allons parler de votre sortie hier. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition a tenu une conférence de presse pour pouvoir quand même donner son avis sur un certain nombre de faits relevant de l'actualité. Vous avez quand même tenu à rappeler à la Sénat, notamment, de respecter le calendrier électoral. Quelles étaient les motivations en réalité de cette sortie? Je pense que pour comprendre nos préoccupations et pour comprendre notre attitude, il est important de faire un petit pas de côté, je dirais même un pas en arrière. Depuis quelques années, il est important de constater que nous avons eu beaucoup de difficultés à faire émerger des voix dissidentes au sein du débat public. Il y a les élections de 2019 qui ont donné lieu à un parlement monocolore avec le fameux certificat de conformité qui n'existait pas. Il y a eu les élections de 2021 avec l'apparition du parrainage introduit après la révision constitutionnelle qui a empêché les voix de l'opposition d'être candidats. Il y a eu les élections de 2023 où nous avons vu une amélioration des choses, mais ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Il y a les élections de 2026. Nous n'allons pas attendre que les choses arrivent avant de dénoncer. Il faut anticiper cette fois-ci. C'est ainsi que la Sénat a publié un chronogramme. Pour moi, chronogramme, calendrier, on joue sur les mots. Parce que bon,
La Sénat s'est dotée d'un document, c'est une fiche de route qu'elle a distribuée aux partis politiques. Ça veut dire qu'elle a travaillé, ce sont des gens sérieux d'un certain niveau, de certaines expériences qui ont travaillé pour mettre en place une feuille de route qu'elle devrait suivre. Dans ce calendrier, dans ce chronogramme, il est bien dit qu'à partir du 25 juillet, devrait commencer la distribution des parrainages. Le parti Les Démocrates a en ce moment 28 députés, donc 28 parrains, ce qui lui permettrait de pouvoir présenter un candidat aux élections présidentielles. Et la veille, ou l'avant-veille déjà, on reçoit un courrier qui dit que cette cérémonie de distribution des parrainages est reportée sine die. Parce que la Sénat souhaiterait s'entretenir avec les parrains. Nous, ça nous a gênés. Ça nous a gênés parce qu'on s'est dit, ça fait déjà 2 ans que la Sénat a fini d'organiser les élections de 2023. Donc ça fait 2 ans qu'elle sait que ce jour-là, elle devrait pouvoir distribuer les parrainages. Pourquoi c'est la veille, c'est-à-dire le 24, que le Parti des démocrates a reçu le courrier. Le 24 juillet, la veille du jour qui était dédié, qu'on reçoit un courrier pour nous dire que c'est reporté, sine die, pour cause de rencontre avec les parrains. On aurait pu rencontrer les parrains depuis des mois. Et nous avons demandé des explications en amont. Nous sommes allés vers la Sénat. Le cadre de concertation est écrit à la Sénat pour échanger, discuter par rapport à tous ces sujets. Et la veille de ce jour, on décide que non, il faut expliquer aux parrains comment remplir cette fiche. Et c'est important que nous ayons pris la parole pour demander à la Sénat de respecter son chronogramme, parce que le chronogramme dit qu'entre le 25 juillet et le 25 août, il y aura distribution des parrainages. Nous estimons que le 25 août, c'est dans quelques jours. On espère donc que le 25 août, tous les parrains auront reçu donc leur parrainage et ça nous permettra de nous préparer, disons, dans la tranquillité pour cette échéance. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de donner de la voix quand on sait que la Sénat dispose tout de même d'1 mois, il y a quand même une marge de manœuvre? Il y a une marge de manœuvre, mais la Sénat nous a quand même écrit pour dire qu'à partir du 25, nous ne pourrions pas avoir les parrainages. Donc je pense qu'il est important d'alerter l'opinion nationale et internationale sur cela. C'est une question de principe. C'est une question de principe, c'est une question d'anticipation. Nous n'attendons pas qu'il y ait une difficulté avant de la dénoncer. Parce que lorsque vous êtes trop tard, lorsque vous êtes déjà proche du mur, vous ne pouvez plus échapper au choc. Et je pense qu'il est important que nous puissions rappeler que ce sujet est important et qu'il faut que la Sénat puisse faire le maximum pour donner les parrainages dans le temps imparti. Il ne reste plus beaucoup de temps, vous savez. Dans à peine 2 mois, déjà, il faudrait qu'on dépose les candidatures pour le duo, je pense, le 12 octobre. Donc, je pense qu'il est important de permettre à chaque formation politique de s'organiser. Mais nous n'avons pas parlé simplement des parrainages, nous avons parlé aussi des quitus fiscaux. Aujourd'hui, la plateforme pour permettre d'obtenir les quitus fiscaux n'est pas encore ouverte. Vous savez, la dernière fois, il y avait combien de partis politiques qui sont allés aux élections législatives et vous vous souvenez de la difficulté que les membres du parti Les Démocrates et peut-être d'autres, je parle de ce que je connais, ont fait pour obtenir leur quitus fiscal. Ça a été difficile. Vous imaginez maintenant dans le cadre d'élections générales. Nous parlons de candidats aux législatives et de candidats aux communales. On va avoir des milliers de personnes qui demanderont leurs quitus fiscaux. Je pense qu'il n'était pas de trop d'ouvrir la plateforme 3 mois avant, puisqu'on nous demande d'avoir un quitus fiscal datant des 3 dernières années, on aurait pu anticiper 2, 3, 4 mois avant, ouvrir la plateforme et permettre aux gens d'avoir leurs documents nécessaires. Là, on va attendre la dernière minute et on aura une ruée d'une dizaine de milliers de candidats qui demanderont au même moment le même document. Pourquoi vous prévenez? Nous prévenons. Est-ce que la direction des impôts est prête pour ce flux de demandes? Il y a de quoi s'interroger et il y a de quoi s'inquiéter. Voilà. En tout cas, vous félicitez tout de même d'une doléance que vous avez formulée, qui a été honorée. Bien sûr, vous parlez de... Par rapport des plateformes numériques, des canaux, et vous en réjouissez, bien évidemment. Lorsqu'on est entendu, nous sommes satisfaits. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est réjoui parce qu'il y a quand même certaines demandes, certaines exigences, certains prérequis qui n'ont pas encore été mis en place. Je donne un exemple. Déjà, il faut reconnaître que les plateformes numériques nous permettent d'avoir plus de temps, puisque la loi dit qu'après l'affichage, il y a un certain temps pour pouvoir faire les corrections, les contestations. Là, maintenant, on a 2 mois avant pour pouvoir faire ces corrections-là et permettre de changer de centre de vote, changer de poste de vote. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cela. C'est une bonne chose. Nous allons dans le bon sens. Et au-delà de cela, il y a encore d'autres cas qui ne sont pas encore réglés parce que vous savez, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas pu s'enrôler
au RAVIP, il y en a d'autres qui ne disposent pas de numéro de téléphone, certains ont fait l'enrôlement au RAVIP avec un numéro qui a changé entre-temps. Donc beaucoup devront aller physiquement dans les locaux de l'ANIP. Or aujourd'hui l'ANIP n'est présent qu'au niveau des communes. Et une des doléances était donc de pouvoir avoir ces plateformes numériques. Deuxième doléance, c'est de pouvoir permettre à nos concitoyens de pouvoir aller dans leur arrondissement. Parce qu'à Cotonou, c'est vrai, c'est peut-être plus facile d'aller à la mairie, mais quand vous prenez des communes dans les septentrions, même dans la zone méridionale, oui, les distances sont longues. Donc il faut rapprocher l'ANIP de l'usager. Je pense que c'est la logique de cette maison. Elle nous a dit qu'elle est en train de faire le nécessaire pour ça. Donc nous demandons à ce que cette promesse puisse être suivie de réalisation concrète et qu'on puisse constater que dans les 546 arrondissements, on puisse avoir un démembrement de l'ANIP pour permettre aux populations de s'enrôler, de pouvoir sereinement corriger ce qui doit être corrigé, mettre à jour les informations et être sûr qu'au 28 septembre, nous ayons le maximum de personnes qui puissent être dans leur centre de vote et qui puissent être sur la liste électorale. Très bien. Et vous avez d'ailleurs commencé par sensibiliser les populations. Bien sûr. À cet effet, on vous a vu sur des images. Chabi Aïe, déjà, vous vous intéressez également au fichier électoral, puisque l'audit du fichier électoral a eu lieu. Les experts ont donné déjà les premières conclusions. Les premiers éléments ont été donc présentés à la presse également. Déjà, vous, dans votre sortie, vous êtes revenu tout de même sur un certain nombre d'inquiétudes que vous aviez, et ces inquiétudes ont été confirmées. Comme tout à l'heure, oui, avant de répondre à votre question, Romuald, je tiens à aussi rappeler d'où est-ce que nous venons sur ce sujet. Lors des élections législatives de 2023, nous avons assisté à, disons, quelque chose qui n'a pas été simple à gérer pour nos partis politiques. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas dans le bon centre de vote. Certains ne se sont pas retrouvés sur la liste électorale et d'autres se sont retrouvés ventilés dans des centres de vote tellement loin de leur zone de résidence. Chacun a pu voir comment la participation a été faible à cause de tous ces problèmes-là. En novembre 2023, une délégation du parti Les Démocrates s'est rendue auprès du président de la République. Et une des doléances de notre délégation, cette délégation conduite par le président de notre parti, était de faire l'audit du fichier électoral. Pas pour un objectif politicien, mais tout simplement pour s'assurer qu'en 2026, nous ne puissions pas connaître les mêmes problèmes qu'en 2023. C'est notre logique. Donc, nous avons travaillé sur des thèmes de référence, nous sommes allés voir nos partenaires, les autres partis politiques, avec qui nous sommes dans le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et ensemble, nous avons amélioré cet EDR-là. Cet EDR nous a permis de mettre en place un comité de pilotage. Et pour qu'on ne puisse pas nous faire le procès, qu'on veut instrumentaliser l'audit pour des raisons politiciennes, nous avons décidé, nous, partis politiques, de ne même pas figurer dans ce comité de pilotage et de laisser la société civile faire le travail. Vous avez pu voir des éminences comme Jean-Baptiste Elias, M. Gustave Assar, etc. C'est des gens d'un certain niveau dont on ne peut pas douter de la probité et vraiment de la compétence. Donc c'est ceux-là qui ont travaillé et ont recruté des experts internationaux pour pouvoir faire cet audit. Nous avons eu les premières conclusions, mais nous n'avons pas encore reçu le rapport final. Ce que je peux dire par là, c'est qu'il y a déjà les premières pistes qui nous ont, disons, réconforté dans l'idée que cet audit était utile. Déjà, il faut remercier les membres du comité de pilotage parce qu'ils ont tenu bon. Ce n'était pas facile. Il y avait une ambiance un peu chrysogène autour de cette opération de vérité. Nous avons essayé N'oubliez pas, il y avait des guéguerres et on a reçu par ici le pasteur Michel Alokpo et tout ça, mais ça n'a pas été simple. Ils ont pu aller au bout du processus et je pense qu'il faut les féliciter, vraiment leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait parce que c'est une opération pour le pays. Ces experts sont venus et déjà, ils ont parlé de certains sujets dont on parlait déjà. La gestion des morts. Il y a un membre du parti UPR qui a dit dans une émission qu'il y avait près de 500 000 morts. Mais il n'y avait aucune étude qui le disait. Exactement. Cet audit a permis de révéler que plus de 31 000 personnes avaient été extirpées du registre national, c'est-à-dire de 31 000 morts, mais qu'il y avait un problème du fait que les populations ne déclaraient pas les morts. Ce n'est pas forcément la faute de l'ANIP. Mais il faut pousser les populations à déclarer les morts. L'ANIP devait être plus proactive. Et c'est ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui. En se rapprochant des morgues, en se rapprochant
des leaders religieux qui organisent les enterrements, les funérailles, en se rapprochant des mairies, se rapprochant des télévisions qui ont des rubriques nécrologiques. Je pense qu'on aurait pu faire tout ça beaucoup plus tôt. Heureusement, j'imagine que tout ce qui s'est passé, les demandes du cadre de concertation, le fait qu'il y avait un audit a poussé la NIP à aller plus loin que ce qu'elle faisait avant. Et je pense que ça va prendre du temps, forcément, pour régler ça. Mais au moins, il est important de savoir à peu près combien de personnes décédées sont sur la liste. Et cette approximation a été faite par les experts, que près de 300 000 morts étaient encore là. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient plus de 100 ans, qui se retrouvaient sur le registre national. Mais ça ne veut pas forcément dire que ces gens existent. Ça peut être des erreurs matérielles. Vous êtes né en 1975, celui qui tape a mis 1875. Dans le système, on montre qu'il a plus que 100 ans, alors que c'est une erreur matérielle. L'audit a pu déceler qu'il y avait presque 16 000 personnes qui étaient dans ce cas. Plus de 16 000 personnes qui étaient dans le cas d'avoir plus de 100 ans dans le registre. Mais ces gens ne seront pas dans la liste électorale. Ça a été mis en quarantaine pour pouvoir contrôler réellement est-ce que ces gens existent et est-ce qu'il y a eu une erreur. S'il n'y avait pas d'audit, comment nous le saurions? Donc cet audit a été utile et beaucoup d'autres choses. De toute façon, le moment venu, lorsqu'on aura le rapport final, on s'asseyra et peut-être vous me réinviterez et je pourrai rentrer dans les détails du rapport final. Mais déjà, le premier point, c'est de dire qu'il y a des petits problèmes, il y a des corrections. Et donc pour vous, c'est opportun d'avoir cet audit, contrairement à ce que disent certains. Qui pensent que, voilà. On a investi des dizaines de milliards dans un appareil. Il faut bien sûr l'auditer normalement, régulièrement, pour s'assurer que toutes les difficultés que nous avons connues ne se reproduisent plus. Il y aura forcément des améliorations au sein de l'algorithme qui aurait été utilisé pour pouvoir positionner les gens dans les centres de vote. Ça nous a permis de voir qu'il y avait des centres de vote qui n'avaient pas d'électeurs en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces centres de vote, etc. Ça pose certains petits problèmes qui méritent des ajustements, qui j'espère seront contenus dans les recommandations. Et le rôle du COPIL, c'est de continuer de s'assurer que les recommandations de l'audit puissent être mises en œuvre avant les élections. Et pour cette raison, pour cette opération de vérité, ça en valait le coup. Très bien. En tout cas, nous reviendrons, mesdames et messieurs, quand le rapport final sera disponible, bien évidemment, puisque je sais que le fichier électoral, c'est une composante importante et ça intéresse les acteurs politiques et vous en particulier. Bien sûr. Voilà. Ça intéresse tout le monde. Et puis, vous savez, le fichier électoral, c'est un fichier d'état civil. Il sert pour beaucoup d'autres choses que pour voter. Donc, en réalité, cet audit va servir pour les élections, mais il sert au quotidien parce que les failles qui ont été vues ne seront pas simplement utiles pour les élections, mais seront utiles dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a même une recommandation qui dit que désormais, lorsque vous enrôlez quelqu'un, demandez-lui son centre de vote. Parce que lorsqu'on vous enrôle, on vous demande votre quartier. On vous demande où est-ce que vous vivez. Mais je donne un exemple. Si je dis que je vis dans un quartier, mais il y a des quartiers qui disposent de plusieurs centres de vote. Comment le système reconnaît dans quel centre de vote je vais voter? Il y a plus de 30% de nos villages et nos quartiers qui disposent de plusieurs centres de vote. Donc, une des recommandations, par exemple, c'est pour que dans le futur, dans les enrôlements, on puisse préciser dès l'enrôlement dans quel centre de vote vous avez l'habitude de voter. Donc, vous voyez que il y a des choses concrètes. Effectivement. Très bien. Merci beaucoup à vous, Chabi Yahi. On va aborder maintenant ce qui nous rassemble fondamentalement. C'est bien cette rencontre avec le chef de l'État. Vous y avez participé avec vos camarades du parti Les Démocrates, avec d'autres jeunes, d'autres partis politiques et d'autres couches sociales de notre pays. Déjà, globalement, quel regard portez-vous sur ces échanges que vous avez eus avec le chef de l'État? Ce sont des échanges qui ont été, je dirais, il faut faire attention aux mots que je vais utiliser, intéressants et qui nous ont permis d'une certaine manière de pouvoir être persuadés de ce que nous faisons. Déjà, je tenais à dire que c'est une invitation que nous avons reçue. Une invitation que le parti Les Démocrates a reçue pour nous informer qu'il y aurait une rencontre ce jour-là entre le président de la République et la jeunesse. Et sur le courrier, on a vu qu'il y avait d'autres partis politiques. Ce n'était pas seulement que le parti Les Démocrates. C'est vrai que lorsque vous regardez un peu le traitement de l'actualité, vous avez l'impression que c'était une rencontre entre le président de la République et les démocrates. Mais c'est la preuve que nous sommes un parti très aimé parce que j'ai le sentiment que... Ah bon, c'est l'appréhension que vous avez eue? Mais bien sûr, vous avez l'impression qu'il y avait des... il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes également, d'autres jeunes. Quand vous regardez le traitement qui a été fait de l'actualité, de l'activité, de l'événement, moi je n'ai juste vu que des LD qui discutaient avec le président. Donc ça veut dire que le président, ça veut dire que l'actualité, l'événement qui a été organisé, je pense,
ils étaient plus intéressés par discuter avec nous, donc c'est une très bonne chose. De toute façon, vous étiez demandeurs. Ils auraient dû nous donner plus de temps pour échanger s'ils étaient aussi intéressés à discuter avec nous. Et c'est la preuve que nous sommes un parti important et, disons, le principal parti qui est dans le cœur des Béninois. Donc ça, c'était une parenthèse. Je tenais à dire que c'est une invitation que le parti, les démocrates, a reçue. Et lorsque vous êtes un parti de responsabilité, lorsque vous êtes un parti qui prône le dialogue, vous ne devez pas refuser une main tendue. Il y avait deux solutions. Soit nous ne répondions pas, nous refusons l'invitation, nous n'y allons pas. Ça, c'était, selon nous, la solution de facilité. Ne pas y aller, ne pas se confronter à notre contradicteur. Mais nous, au Parti des démocrates, nous n'avons pas peur des défis. Nous avons répondu favorablement. Nous nous sommes habillés en noir. Quand je dis nous, c'est parce qu'il y avait une dizaine de personnes, une délégation de 10 jeunes choisis. J'ai eu l'honneur, cette fois-ci, d'être dans cette délégation. Nous sommes habillés en noir. Et pourquoi habillés en noir? On croyait que c'était anodin, c'était peut-être une coïncidence. C'était très symbolique. Pourquoi? Vous savez, en politique, le symbole a son importance. Lorsque vous interrogez l'histoire, vous regardez au Portugal, on vous parle de la révolution des œillets, la révolution des tulipes, etc. En politique, le symbole est très important. Si nous ne sommes habillés en noir, c'est en hommage à nos camarades qui, aujourd'hui, pour des délits d'opinion, sont encore derrière les barreaux. C'était notre manière de pouvoir signifier qu'au-delà de tout, il y a des sujets sur lesquels nous ne négocierons pas. C'est la liberté de penser, c'est la démocratie. Et c'est ce qui nous oppose fondamentalement au régime actuel. Et je pense qu'il était important d'y aller, de s'habiller en noir et de pouvoir échanger dans le respect avec le président de la République. C'est vrai, nous avons reçu des critiques sur lesquelles... Est-ce que le message que véhiculait le port d'habits en noir a été perçu en réalité? Je pense qu'il a été perçu par la majeure partie de nos concitoyens. Certains estimaient qu'on devait aller, d'autres estimaient qu'on ne devait pas y aller. Mais dans tous les cas, je pense que la majorité a perçu que 10 personnes qui s'habillent en noir, ce n'est pas une coïncidence pour aller à la présidence. Et comme je l'ai dit, on va aller échanger dans le respect avec le président parce que le président... Pourquoi vous insistez sur dans le respect? J'insiste dans le respect parce que certains ont estimé que bon, on aurait pu être plus véhément, etc. Mais nous avons un président, le président de notre parti, qui a toujours parlé de l'allégorie du boubou blanc. Lorsque vous êtes devant le président, il porte un boubou blanc. Et lorsque vous le salissez, vous ne le salissez pas lui, mais vous salissez le boubou. Et un jour, vous le porterez et vous viendrez vous plaindre que ce boubou n'est pas propre. Raison pour laquelle nous sommes dans une logique de respect. Discuter avec le président de la République, respect, mais fermeté. Et vous avez pu suivre les échanges. Vous avez pu suivre l'honorable Mitokpe qui a discuté avec le président de la République par rapport à la loi sur l'embauche, par rapport au coût de la vie chère, par rapport au code électoral. Ma camarade Nyanki qui a pu poser des questions par rapport à la contradiction, que le fait que le régime de la rupture devait accepter la contradiction. C'est pas parce que je pense différemment que je suis ton ennemi et que tu dois m'envoyer en prison pour me faire taire. Et je pense que nous n'avons pas marchandé nos positions dans le respect, mais nous avons su nous faire entendre. Si nous n'étions pas allés, on aurait pu rester dans notre coin et dire on ne répond pas, etc. Mais aujourd'hui, nous voulons le dialogue, nous sommes un parti de dialogue. Et quand vous êtes un parti de dialogue, on vous tend la main, vous la prenez. Très bien. Il y a tout de même, hein, dans ces questions que vous avez abordées avec Patrice Talon, il y a tout de même la loi sur l'embauche. Et la loi sur l'embauche, vous savez, ça suscite depuis son élaboration, son adoption et son vote, ça crée véritablement chez certains des grincements de dents. Mais vous avez pu entendre Patrice Talon sur les motivations ayant conduit au vote de cette loi. Il faut encourager les investissements. Quel regard portez-vous justement sur cet exposé du chef de l'État? Pour évaluer une mesure, on doit d'abord faire le diagnostic initial du secteur de l'emploi il y a quelques années et faire un comparatif avec ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, vous savez, la jeunesse, je dirais, 2/3 de la population a moins de 25 ans au Bénin. C'est une opportunité extraordinaire en termes de dynamisme, en termes de prospérité, en termes de futur. Mais c'est une grande menace aussi, parce qu'il faut donner à chacun de ces jeunes un avenir, un emploi décent. Lorsque vous analysez la pyramide de Maslow qui étudie un peu les besoins des individus, les besoins physiologiques, c'est quoi? C'est manger, boire, se vêtir, se loger, etc. Comment s'assurer que chacun puisse avoir ce minimum pour avoir une vie décente?
Et un des premiers critères, c'est un emploi décent. Nous avions un code du travail qui, par le passé, selon les employeurs, permettait à certains employés indélicats de pouvoir parfois porter plainte et gagner devant des tribunaux, et on condamnait des entreprises à payer des sommes mirobolantes. Exactement. Et disons que ça faisait que certains employeurs se plaignaient qu'il fallait encadrer les choses. Nous avons un taux de chômage au Bénin qui a toujours tourné. Quand je dis qui a toujours tourné, qui tournait entre 2013 et aujourd'hui entre 2 et 3%. Le taux de chômage n'a pas baissé au Bénin depuis une quinzaine d'années. Il est entre 2 et 3%. Mais ce taux de chômage ne reflète pas la réalité parce que 70% des emplois sont dans le sous-emploi. C'est quoi le sous-emploi? Le sous-emploi, c'est lorsque vous occupez un métier qui ne répond pas aux qualifications que vous avez. Lorsque vous acceptez un métier parce qu'il vous faut survivre, oui. Lorsque vous avez une licence en économie et que vous êtes obligé de faire Zémidian pour pouvoir subvenir à vos besoins. Dans les faits, vous pouvez estimer que vous avez peut-être un emploi, mais c'est un sous-emploi. Et c'est ce qui se passe ici, lorsqu'au Bénin, on a 90% des emplois qui sont dans l'informel. Donc là, je viens de vous planter le décor de notre marché du travail. Est-ce qu'au regard des efforts qui sont fournis, nous avons vraiment 90% dans l'informel? Nous avons 90% dans l'informel. C'est un chiffre de la Banque mondiale que vous pouvez consulter. Rapport d'il y a à peine un an. Très bien. Tous les chiffres que je donne, c'est les chiffres de la Banque mondiale ou carrément les chiffres du gouvernement, parce qu'il faut être factuel. Au travers de l'ANPE? Bien sûr, de l'ANPE, des documents sur la politique sectorielle de l'emploi, etc. Que lorsque vous êtes un parti sérieux, vous devez vous penser sur ces questions, sur des chiffres officiels et non sur des ragots. Donc, 2,4% de chômage en 2024, 90% des emplois qui sont dans l'informel et 70% des emplois qui sont dans le sous-emploi, qui sont concernés par le sous-emploi. Ça, c'est le décor. Quelle est maintenant la motivation du président? Le président estime que déréguler va permettre aux entreprises d'embaucher plus. Sa logique est que lui, vu son historique, son expérience d'homme d'affaires, estime que ce qui fait que certains hommes d'affaires ont peur de recruter, c'est la difficulté de se séparer d'un agent indélicat, de remplacer, ça a un coût. Et que ça fait que l'employeur réfléchit à 2 fois avant de recruter. Et c'est pour ça qu'en 2017, ils ont introduit cette loi qui concerne surtout le secteur privé, il faut le dire, qui, pour déréguler et, disons, permettre aux employeurs d'être plus à l'aise par rapport à des conditions qui auront été plus flexibles. Et il faut favoriser aussi les investisseurs, l'arrivée des investisseurs. Ça, c'est la philosophie du texte. J'ai lu la justification de cette loi introduite en 2017. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, il faut d'abord, avant de juger, savoir ce qui est écrit. Parce que si l'honorable Mitokpe en a parlé, c'est parce qu'il y a des aspects de la loi qui ont posé des problèmes au parti Les Démocrates. Et le parti Les Démocrates a fait une proposition pour relire cette loi. Certains aspects de cette loi, selon nous, font qu'il y a une certaine précarisation de l'emploi. Je serai concret. Article 9 de cette loi, qui parle de la période d'essai, c'est-à-dire les stages. L'article 9 de la loi dit que la période d'essai est déterminée par le temps nécessaire pour évaluer l'employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi n'encadre plus la période d'essai. Ça veut dire que, M. Romian, vous venez travailler pour moi, je vous prends en période d'essai, mais la loi me permet de définit pas le temps, le délai. Me permet de vous prendre en période d'essai sur 1 an, sur 6 mois, sur 2 ans. C'est ce qui est écrit. L'article 9 de la loi sur l'embauche. Qu'est-ce qui se passait avant? Il y avait un encadrement. Vous êtes ouvrier, c'était 1 mois. Vous êtes employé, je crois que c'était 2 à 3 mois. Vous êtes cadre, etc. Il y avait, disons, un délai, un encadrement. Voilà. Pourquoi il faut cet encadrement? Parce que vous venez travailler pour moi. La période d'essai me permet de savoir est-ce que vous pouvez travailler avec moi, pour moi. À la fin de cette période d'essai, vous passez peut-être un CDD, où je vous évalue encore plus. Et à la fin de cette période-là, je vous donne un CDI. C'est toujours été comme ça. Et c'est comme ça dans presque tous les autres pays de la sous-région. Je dis presque, mais c'est dans tous les autres pays de la sous-région. Cette disposition n'existe pas dans les autres droits. Il faut qu'on le dise. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas au Sénégal, ça n'existe pas au Mali, ça n'existe pas
Ça n'existe nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest que la période d'essai ne soit pas encadrée. Il y a l'article 13 qui dit que les CDD peuvent être renouvelés indéfiniment. Cela veut dire, je vous donne un contrat d'1 an. À la fin de ce contrat d'1 an, je vous donne un nouveau contrat d'1 an. Ensuite, je vous donne un nouveau contrat d'1 an. Vous êtes dans la précarisation parce que vous ne pouvez pas vous projeter. Nos amis, je dis nos amis, nos camarades de l'autre côté de la mouvance nous disent, lorsqu'un employé est bon, on fait tout pour le garder. Mais la loi, elle est impersonnelle. Elle n'est pas faite pour les meilleurs travailleurs. Elle est faite pour tous les travailleurs. Il faut trouver un équilibre. Parce que je vous ai donné la situation initiale. Certains employeurs estimaient qu'on n'encadrait pas suffisamment les choses. À cette situation, on est passé d'un extrême à un autre. Le Parti des démocrates est un parti de responsabilité. Nous avons deux piliers. Nous devons pousser les employeurs à recruter plus de jeunes, mais au même moment, nous devons protéger ces emplois pour que le jeune puisse gravir les échelons. Il rentre peut-être avec un stage, une période d'essai. Au bout de 2 mois, 3 mois, rapidement, on doit lui proposer un CDD et il doit savoir que si son CDD est renouvelé 1 ou 2 fois, il passe à un CDI. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de paresse? Parce que de toute façon, je peux atteindre le CDI d'ici là. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justement pour pouvoir mettre en état de nuire les paresseux que... En réalité, lorsque je vous ai pris, il y a déjà une période d'essai. Il est difficile de voir quelqu'un qui vient dans une période d'essai, qui fait son travail. On lui donne un CDD une fois. On lui donne un CDD une deuxième fois. Et c'est au bout de la 4e ou la 5e année qu'il se révèle paresseux. C'est extrêmement rare. S'il est paresseux, vous le saurez très rapidement. Déjà, au bout de 6 mois, 1 an, vous savez si quelqu'un est capable de faire le travail avec ou sans vous. Raison pour laquelle nous avons proposé de ramener la période d'essai à une période définie, passer ensuite à un CDD renouvelable une fois, et après, il passe à un CDI. Pourquoi le CDI est important? Pour un jeune, lorsqu'il n'a pas de CDI, comment il va à la banque? Comment il est capable d'aller dans une banque pour dire je vais construire ma maison, faire des prêts, alors que lorsqu'il va amener son contrat, la banque lui répondra mais ton contrat finit dans 6 mois, moi je ne sais pas si tu seras renouvelé. Donc comment moi je suis sûr de pouvoir faire la domiciliation de ton salaire et récupérer l'argent que je te prêterai? C'est tout concret. Et c'est pour cette raison que l'article nous a opposé à cela. Donc je vous ai parlé de l'article 9, l'encadrement de la période d'essai. Je vous ai parlé de l'article 13 qui parle des CDD qui sont indéfinis. Mais il y a d'autres articles, l'article 29 et l'article 30. Et donc il faut absolument relire la loi. Et vous savez, ce n'est pas le parti LD qui le dit. Ce sont les Nations Unies. Il y a l'examen périodique universel qui est un processus devant lequel passent tous les pays du monde qui sont membres des Nations Unies, dans lesquels on analyse les législations et chacun fait des recommandations à d'autres pays. La loi sur l'embauche a été épinglée lors de cet examen périodique universel et on a demandé au Bénin de revoir les dispositions. Ce n'est pas M. Chabiyahi qui veut que la loi soit revue simplement. Ce n'est pas le parti, les démocrates qui veulent que la loi soit revue simplement. Ce sont les Nations Unies. Et je vais même aller plus loin. Le Bénin a accepté. Le Bénin a accepté de revoir plusieurs dispositions de ces lois. La loi donc il y a une volonté tout de même de relature. Bien sûr. Donc c'est tout ça pour vous dire que l'honorable Mitopé avait donc raison de soulever ce sujet. Il avait raison de soulever ce sujet parce que on parle de la loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche, le code du numérique, le code pénal, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature sont autant de lois qui ont été épinglées lors de cet examen périodique universel où le BD s'est engagé à revoir ces lois. Vous voyez que même le code du numérique, il y a même eu un atelier qui a été fait par rapport à cela, comment faire pour revoir. Donc, ce processus est enclenché. Donc, nous sommes en train de demander, en réalité, que le Bénin respecte l'engagement qu'il a pris devant les Nations Unies dans le cadre de l'examen périodique universel. Nous sommes un parti de responsabilité. Nous avons fait des propositions. Malheureusement, vous savez, notre proposition n'a toujours pas été, disons, programmée au sein de la commission des lois. C'est l'occasion aussi de dire que le parti, les démocrates, a une vision très claire du Bénin, et une vision très claire du Bénin que nous voulons pour nos enfants. Ah, parce que vous n'espérez plus rien maintenant? Non, il n'y a plus rien à espérer. Il reste à peine 2-3 mois avant les élections. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que nous allons prendre en compte ce que nous pensons. Et puis avoir une célérité dans les actions parlementaires. Nous allons espérer. Mais moi, je n'y crois plus vraiment parce que nous avons fait des propositions par rapport à la loi d'amnistie. Elle n'est pas passée en plénière. Nous avons fait des propositions par rapport au code du numérique. Vous savez ce qui se dit par rapport à la loi d'amnistie, ça n'a pas été bien écrit. Voilà. Pour les mouvanciers, c'est si nos camarades estiment qu'ils peuvent aussi nous donner des cours d'écriture, nous allons les prendre volontiers
et qu'ils viennent nous aider à donc réécrire une meilleure loi d'amnistie, une loi qu'ils pourraient voter. Nous, on est prêts à tout, vous savez. Au-delà des jeux de posture politicienne, il s'agit de vie humaine. Nous avons des camarades qui sont encore derrière les barreaux. C'est l'occasion de rendre hommage à Madame la ministre Rika Madougou, au professeur Joël Aïvo, à tous ceux qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, tout simplement parce qu'ils ont le même idéal que nous. Aujourd'hui, ces gens, pour qu'ils sortent, nous on est prêts à tout. Si la mouvance nous appelle et nous dit de changer telle virgule, de revenir à la ligne là, de changer tel verbe, nous sommes prêts à tout. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, ils nous disent quel jour ils veulent qu'on vote et on viendra le bras en l'air pour voter tout ce qui permettra d'arriver à une décrispation. Nous ne pouvons pas dire que c'est parce que c'est mal écrit. Si c'est même mal écrit, il y a la commission des lois qui est là. On peut très bien utiliser la commission des lois pour corriger les textes, reformuler. C'est le rôle de la commission des lois pour que le texte arrive en plénière, l'amener à un niveau satisfaisant. Donc s'ils ne veulent pas que ça en arrive, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas voter la loi. On va arrêter de se cacher derrière les faux semblants, estimer que les autres ont mal écrit, de donner des cours d'autographe et de conjugaison. S'ils sont prêts à faire voter cette loi, nous savons très bien que ce sont des gens qui ont été capables d'interrompre un processus d'installation des maires et revenir au Parlement. Donc ça veut dire qu'ils sont très créatifs. S'ils veulent que cette loi passe, cette loi passera. Mais j'ai commencé tout à l'heure en disant que nous avons fait plusieurs propositions au Parlement. Code du numérique, loi d'amnistie, code électoral, etc. Nous n'avons jamais été entendus sur aucune de ces propositions. Mais c'est normal. Nous, notre rôle, on nous a envoyés au Parlement parce que nous avions une vision alternative. Nous défendons donc cette vision. Mais nous avons fait beaucoup d'interpellations. On a fait une 60aine d'interpellations du gouvernement sur plusieurs sujets. Bénétaxi, les dialysés, la production agricole, etc. Sur beaucoup de sujets. À peine une dizaine d'interpellations ont mérité que le gouvernement se déplace pour venir répondre. Ça veut dire que, pour cette raison, je n'aspire... Il y a tout de même le cœur à l'ouvrage. Le gouvernement, les dirigeants sont hautement occupés à pouvoir venir au Parlement. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils ne jugent pas la pertinence des interpellations. La Constitution est claire. Le Parlement est en charge du contrôle de l'action gouvernementale. Donc lorsque nous posons des questions, en réalité, ce n'est pas nous qui posons des questions. Ceux qui posent des questions sont nos compatriotes qui nous ont envoyés au Parlement, qui ont des réflexions, qui ont des préoccupations, qu'ils nous donnent, qui viennent de la base. Nous ne sommes que des porte-voix du peuple. Nous ne venons pas pour défendre des chapelles politiques personnelles et poser des questions personnelles. Parce que lorsqu'on pose des questions sur les dialysés, aucun parmi les 28 députés ne souffre de ce mal. Mais nous posons ces questions parce que nous avons nos mandants, nous avons nos électeurs, nous avons nos concitoyens, des fois certains qui ne sont même pas de nos chapelles politiques, qui nous interpellent pour nous demander quand est-ce que la prise en charge des dialysés sera enfin faite et couverte pour tout le monde, comme avant. Non, nous posons ces questions, nous interpellons le gouvernement, c'est notre rôle. Le rôle du gouvernement, c'est de pouvoir répondre. En nous répondant en réalité, elle ne répond pas à l'honorable Achadé, elle ne répond pas à l'honorable Ouassangara, elle ne répond pas à l'honorable Moundete. Mais elle répond au peuple qui nous a envoyés. Si le gouvernement ne vient peut-être pas au Parlement, mais pose des actions déjà sur le terrain qui contribuent à la résolution des problèmes, est-ce que ce n'est pas une compensation? Si c'était le cas, chiche, mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous posons des questions sur les dialysés, je ne pense pas que ça a beaucoup changé sur le terrain et que les dialysés sont pris en compte. Lorsque nous posons des questions sur les blocs de pierre, je ne pense pas que les blocs de pierre ont été enlevés, ils sont encore là. Lorsque nous posons des questions sur la production agricole, lorsque nous posons des questions par rapport à la crise dans le soja, dans le cajou, ces problèmes existent jusqu'à maintenant. Donc ces problèmes n'ont toujours pas trouvé de résolution, n'ont pas mérité, selon le gouvernement, de prendre leur temps et de venir s'expliquer devant la représentation nationale sur beaucoup de sujets. Il y a une 60aine d'interpellations, à peine une dizaine ont été répondues, on est déjà en train d'aller vers la fin de la session. Donc je pense que c'est révélateur, je pense quand même, de l'idée du contre-pouvoir que se fait le gouvernement actuellement. Et nous n'avons pas cette option, nous n'avons pas cette idée, nous ne voyons pas les choses de cette manière. Nous pensons que la représentation nationale est tout à fait légitime de poser des questions sur l'action gouvernementale. C'est comme ça. Ce sont nos institutions issues de la conférence nationale. S'ils veulent que les choses évoluent et qu'ils estiment que le Parlement en réalité doit simplement être une caisse de résonance de l'exécutif, on se réunit, on refait une nouvelle conférence nationale et on dissout les institutions. Très bien. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, donc nous jouons notre rôle. Ah, voilà, revenons maintenant justement aux échanges avec le chef de l'État. Patrice Talon estime que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau, le BR, les démocrates, c'est la même chose, même idéologie, voilà. Là, vous en étiez choqué? Non, je n'ai pas été choqué, je dirais que j'étais surpris. Je vais vous donner une image. En réalité, la vision que moi je me fais de la politique, c'est que
on a le même objectif. Oui. Ça veut dire que nous voulons tous aller au même endroit. Rendre le Bénin uni, prospère et démocratique. Ça veut dire que, je donne une image, Oui. je suis à Cotonou, on veut tous aller à Parakou. Mais nous avons tous des chemins différents. Certains vont estimer qu'il faut passer par Kassato et aller à Boyko. Oui. D'autres vont penser qu'il faut passer par Porto Novo, aller à Sakete, passer par Pobé, Ketou, arriver jusqu'à Tchaourou et remonter. D'autres vont estimer qu'il faut aller à Comé, prendre la route de Lokosa, et à Plahoué, aller à Boyko et aller à Parakou. Ce sont des chemins alternatifs. Mais nous allons tous au même endroit. Et on demande à la population en réalité de choisir quel est le chemin qui, selon vous, est le meilleur pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est ça en réalité. Donc lorsque le président dit que LDUP égale BR, je considère que nous avons notre chemin. Nous voulons aller à Parakou. Mais notre chemin pour nous, c'est un Bénin démocratique, avec un état de droit, avec le pluralisme politique, avec, disons, une part plus importante du social. Et je vais en parler tout à l'heure. Le social n'est pas distribuer forcément de l'argent à tout le monde sans chercher à développer un pays. Ce n'est pas notre vision du social. UPBR, ils ont soutenu une autre vision. Parce que cette vision que nous nous défendons n'est pas la vision d'un Bénin uni démocratiquement démocratique. Parce que UP et BR, ils ont soutenu des dispositions comme la loi sur l'embauche, qui a précarisé le travail. Mais qui a apporté de l'investissement, des investisseurs au Bénin. Vous avez des chiffres pour sous-tendre ce que vous dites? Parce qu'un investisseur... Il suffit d'aller à Glodjigbe, il y a tout de même... Un investisseur, quand il vient, ce n'est pas parce qu'il est persuadé que vous pouvez renvoyer rapidement votre... il peut renvoyer rapidement son employé qu'il viendra. Vous qui êtes là, peut-être vous êtes un chef d'entreprise. J'imagine que je parle de Matin Libre TV, etc. Vous n'allez pas recruter plus de journalistes si vous êtes sûr que vous allez pouvoir les renvoyer facilement. Ce qui fait que vous allez recruter plus de journalistes, c'est parce que vous saurez qu'il y aura plus d'activités à les couvrir, vous allez avoir plus d'activités, et c'est ça qui fera que vous allez recruter. Et le gouvernement pense que faciliter le licenciement permet de faciliter l'embauche. Nous, au Parti Les Démocrates, nous ne voyons pas les choses comme ça. Nous pensons que pour permettre l'emploi, il faut permettre aux chefs d'entreprise de remplir les carnets de commandes. Vous parlez de Glodjigbe. Nous, au Parti Les Démocrates, et ça, je veux vraiment parler à nos concitoyens, un des points importants de notre projet, ce sont les petites et moyennes entreprises. Chaque année, chaque mois plutôt au Bénin, il y a presque 4 à 5 000 entreprises qui sont créées. 4 500 au mois de mai, selon l'Observatoire des données économiques de la CCIB. Donc, sur une année, on peut se retrouver à entre 40 et 50 000 entreprises. Chaque année, 100 000 jeunes viennent sur le marché du travail. Nous pensons, si vous voulez régler le problème du chômage au Bénin, il faut permettre à ces entreprises-là, ces petites PME, de pouvoir embaucher 4-5 personnes. Vous imaginez, si 40 000 entreprises embauchent 5 personnes, ça fait combien de personnes? Bon, je ferai les mathématiques à votre place, mais 40 000 entreprises, fois 5 personnes, on est à 200 000. Ça permet d'absorber le nombre de personnes qui viennent sur le marché de l'emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui nous sépare des autres partis, ce n'est pas forcément une idéologie de la théorie. C'est des faits et c'est une vision différente de ce qu'il faut faire pour atteindre le même objectif. L'objectif que le gouvernement a, je ne veux pas leur donner de fausses intentions. C'est sûrement que le Bénin soit aussi démocratique, prospère. Mais nous pensons pour y arriver, nous devons avoir un socle démocratique. Nous pensons que pour y arriver, il faut développer les PME. Il faut avoir un projet alternatif qui met en valeur la production locale. C'est permettre, je vais vous donner un exemple sur ce sujet par exemple, depuis 2015, les importations de services, quand vous analysez la balance des paiements, les importations de services au Bénin sont passées de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire par an? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, il y a 1 milliard de dollars qui va à l'extérieur pour acheter de la compétence, faire gagner des consultants des marchés au Bénin, faire venir une compétence extérieure au Bénin. Nous, notre logique n'est pas là. Nous, parce qu'on n'a pas de compétences. Vous savez ce que pense Patrice Talon de tout ceci. Nous sommes un désert de compétences, l'avait-il dit. Nous ne pensons pas cela. Nous pensons que nous ne sommes pas un désert de compétences. Il faut donner à la jeunesse la place qu'il faut, les mettre dans les bonnes conditions où vous verrez qu'ils feront des miracles. Il y a des temps exceptionnels au Bénin. Mettez-les dans des bonnes conditions et vous serez étonnés de ce qu'ils feront. Je vous ai parlé du fait qu'il y a l'évolution à la hausse de l'importation, des importations de services au niveau de la balance des paiements.
Cela veut dire qu'en réalité, lorsque le gouvernement dépense, lorsque le gouvernement met des milliards sur des travaux, sur des projets infrastructurels, une grande partie de cet argent ne reste pas au Bénin. Nous, au Parti Les Démocrates, nous pensons que le projet que nous allons mettre en place en 2016, c'est de s'assurer que si une entreprise vient étrangère, en 2026 plutôt, si une entreprise vient au Bénin pour faire certains travaux, on doit s'assurer qu'il y ait une politique, de sous-traitance, et une politique qui va permettre à ce qu'il y ait des PME locales, la prochaine fois qu'il y a des appels d'offres, soient capables de se missionner. Pour que la compétence se crée. Si la compétence n'existe pas et que vous faites appel à une entreprise étrangère, débrouillons-nous dans nos textes, dans nos prérequis, dans nos dossiers d'appel d'offres, de nous assurer que les ingénieurs soient béninois, de nous assurer que des PME locales puissent travailler, pour que la prochaine fois, lorsque vous allez faire la même voie, lorsque le boulevard de la Marina, on voudra le faire ailleurs, que vous puissiez faire gagner le marché à une entreprise béninoise parce qu'elle aura déjà appris avec une autre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut un transfert de compétences. Transfert de compétences, il faut revoir nos textes, revoir le code des marchés publics pour permettre un véritable transfert de compétences, permettre aux jeunes béninois qui sont là de pouvoir apprendre pour que demain, ces béninois, ces PME puissent aller. C'est pour ça que nous, au-delà de la démocratie, certains estiment que la démocratie, l'état de droit, ce n'est pas tout. Il faut donner à manger aux gens. Et nous pensons que la démocratie et l'état de droit, c'est un prérequis. Mais au-delà de ça, il faut aider les PME. Il faut orienter les dépenses publiques vers les PME. S'assurer même comme aux États-Unis. Parce que le président a pris l'exemple des États-Unis. Il a dit, aux États-Unis, on a dérégulé le marché de l'emploi et ils sont en plein emploi. Mais ce que le président a omis de dire, c'est qu'aux États-Unis, on a dérégulé le marché de l'emploi. C'est vrai. Mais là-bas, il y a des filets sociaux. Vous perdez votre emploi, vous avez une allocation chômage au moins pendant un moment, vous permettant de pouvoir chercher un autre emploi. Ce n'est pas le cas ici. Donc, lorsque nous voulons totalement déréguler, nous devons nous assurer qu'il y a des filets sociaux pour pouvoir aider ceux qui seront renvoyés à se dire qu'ils vont aller chercher un autre emploi ailleurs. Mais pour aider ceux-là, il faut que le niveau d'employabilité soit élevé. Et pour cela, il faut investir sur la formation professionnelle. Le président avait annoncé un certain nombre de lycées. Il a même dit que c'était... c'était presque assorti de terre. C'est presque assorti, mais il disait que c'était son regret de ne pas avoir atteint ses objectifs dans ce domaine. Mais je tiens à rassurer le président, le parti Les Démocrates va pouvoir continuer cela parce qu'avant 2016, ça a été fait. Un certain nombre de lycées techniques, de centres de formation de métiers avaient été lancés à l'époque et avaient été inaugurés avant 2016. Nous allons simplement continuer ce que nous, on a commencé. Quand je dis nous, je parle du parti Les Démocrates, je parle disons, du président Yahya Boni qui est aujourd'hui le président de notre parti. Nous allons continuer sur cette lancée, investir sur la formation professionnelle, améliorer l'employabilité des jeunes pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir augmenter leurs compétences. Très bien. Et donc, vous n'allez pas, comme dit votre camarade Guy Mitop, préserver l'héritage de Patrice Talon parce que tout n'est pas à jeter, M. Romial, tout n'est pas à jeter. Chaque président a apporté quelque chose. Hein. Nous sommes un parti de responsabilité. Venir dire, il n'a rien fait, tout est noir, ce n'est absolument pas notre point de vue. Chaque président a apporté quelque chose, que ce soit le président Soglo, le président Kérékou, le président Yahya Boni et le président Patrice Talon. Je peux même aller plus loin pour regarder les efforts qui ont été faits dans la dématérialisation et la digitalisation. Vous pensez sincèrement que si le parti Les Démocrates vient au pouvoir et dira non, on ne veut plus de la digitalisation? Absolument pas, on ira encore plus loin. Donc je pense que chacun fait ce qu'il peut. Et donc vous ne comprenez pas la polémique autour de ces propos de Guy Mitop à préserver absolument de Patrice Talon? Quand on parle de l'État, c'est que le président a fait de bien, sera préservé. C'est normal, c'est un acquis, puisque ce que Yahya Boni a fait de bien, une grande partie de ce qu'il a fait de bien, la politique en termes de microfinance, la politique infrastructurelle, a été continuée. Donc pourquoi nous viendrons dire qu'on va tout arrêter? Au contraire, c'est ce régime qui n'est pas d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Je donne des exemples concrets, factuels. Lorsque vous regardez l'aéroport de Tourou, qui aurait pu être un hub touristique, et disons du septentrion, permettre de pouvoir connecter notre nord à toutes les autres grandes villes, disons, de la sous-région, il a été abandonné. Pourtant, c'est un investissement qui a été pensé pour pouvoir développer toute une zone de notre pays. Vous regardez les rails. Les rails étaient déjà là. On a dit non. Peut-être que la qualité. L'écartement. Peut-être que la qualité n'était pas. Le Bénin et le Togo décident. Le Bénin et le Niger plutôt décident de se connecter. Les Nigériens, ça ne leur posait pas problème, ces rails. Nous avions nos rails. On aurait pu continuer. Aujourd'hui, les rails iront. Si la qualité, on pense qu'il faut améliorer la qualité, changer l'écartement. Changeons l'écartement.
Mais on a annulé, et 10 ans après, on n'a toujours pas de chemin de fer. Donc c'est pour vous dire que ce sont des projets qui sont des héritages de la gestion passée. Mais lorsque le régime actuel est venu, elle a mis tout à la poubelle en estimant que tout ce qui a été fait avant ne valait rien et qu'ils étaient animés de la science infuse et qu'il ne fallait pas s'inspirer de ce qui a été fait avant. Nous, on n'est pas dans cette logique. Ce qui a été fait et qui marche, on va parler de la digitalisation, la dématérialisation, nous allons continuer. Au niveau des infrastructures, par exemple, il y a un travail qui a été fait au niveau de l'assainissement des grandes villes. Mais lorsque le parti Les Démocrates sera en responsabilité, ce travail continuera. Par contre, les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, j'ai parlé de la démocratie, mais il n'y a pas que la démocratie. Quand en fait, vous me dites, la démocratie béninoise a un problème? Bien sûr qu'elle a un problème. Nous sommes aujourd'hui devant un code électoral qui, aujourd'hui, nous oblige à nous poser des questions. Nous sommes inquiets. Qui n'est pas inquiet? Ce n'est pas moi qui le dis. Notre parti le dit, mon parti le dit. Le peuple est inquiet. Les organisateurs de la société civile sont inquiètes. Le clergé est inquiet. La plupart des organisations sont inquiètes. Les seuls qui ne sont pas inquiets, c'est UP. Eh bien, ce sont des citoyens béninois qui ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets, tout simplement parce que le code électoral, de la manière dont ils l'ont fait, leur profite d'une certaine manière. Ce code électoral, je pense, ne répond à aucun impératif dans notre pays. Il y a un impératif, Chaviaï. L'impératif, c'est de rendre plus fort les partis politiques. C'est ce que j'ai dit. Et d'avoir un ancrage national. Il ne répond à aucun impératif. Au Parlement, il y a 3 partis politiques en ce moment. UPR, le Renouveau, le Bloc républicain et le parti Les Démocrates. Difficilement, nous y sommes arrivés. Un nouveau code électoral estime qu'il faut durcir les choses. Ça veut dire que 3, c'est trop. Il faut être logique. S'il y en a 3 et que vous venez nous dire que non, il faut durcir, c'est que selon vous, 3, c'est trop. Ça veut dire que ce qui vous arrangerait, c'est que vous soyez 2 ou voire 1. Et je pense que c'est la logique qui a été derrière ce texte. Donc nous ne pouvons pas être nous ne pouvons pas soutenir un texte qui a comme objectif de pouvoir réduire l'espace public. Au-delà du parti, les démocrates, même dans la mouvance, il y a des partis qui soutiennent la mouvance, la Renaissance nationale, il y a Moël Bénin, ils n'ont pas envie d'aller au Parlement. Ils ont peut-être des sujets sur lesquels ils ont travaillé, sur lesquels ils peuvent se faire entendre. Mais avec ce code électoral, comment ils vont au Parlement? Donc, je pense que lorsque vous regardez dans le monde, ça n'existe nulle part déjà. Qu'on demande qu'il y ait un parti qui puisse faire 20% dans chaque circonscription avant d'avoir un député au Parlement. Ça veut dire que je peux gagner dans 23 circonscriptions en ayant 60% des voix et dans une seule circonscription, j'ai 19,5% des voix. Et vous estimez que ceux qui sont à côté de moi, que j'ai battu dans 23 circonscriptions, auront 100% des députés parce qu'eux, ils ont un accord qui leur permet ensemble de faire 21%. L'interprétation que donne Patrice Talon des 20%, vous l'avez entendu, vous étiez donc dans la salle. C'est tout autre chose. On l'a entendu. C'est tout autre chose. Mais nous ne partageons pas cela parce que le président a dit qu'il faut que nous apprenions à travailler ensemble, qu'il faut travailler ensemble. Il y a 3 partis au Parlement, je répète. Pourquoi corser les choses alors que nous n'avons que 3 partis au Parlement? Si 3 dérangent, ça veut dire qu'on veut 2. Ce que je dis est factuel et simple. Parce que si nous étions satisfaits de 3, on ne viendrait pas dire qu'il faut serrer. Si nous serrons, c'est que pour eux, 3, c'est trop. Or, nous estimons que 3, ce n'est pas trop. Nous voudrions même qu'il y ait 3, 4 ou 5. Pourquoi? Vous voulez qu'il n'y ait que 3 ou 4. On donne l'exemple de la démocratie américaine. Il n'y a pas que 2 partis aux États-Unis. Il y a le parti, il y a le parti démocrate, il y a le parti républicain, mais il y a d'autres partis. Il y a les écologistes, il y a les indépendants, il y a beaucoup de partis. C'est simplement qu'il y a 2 partis plus visibles parce qu'ils caporalisent le débat. Mais nous pensons qu'il faut corriger cela. Mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Je vais vous en donner 3 très rapidement. LD, UP, BR, on dit c'est la même chose. C'est la même idéologie, on veut la même chose. Souvenez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. C'est le même objectif, mais ce n'est pas le même chemin. Vous regardez l'agriculture. La GDIZ, vous avez parlé de la GDIZ. Tout à fait. Nous sommes un parti responsable. Je ne viendrai pas ici sur votre plateau vous dire il ne faut pas transformer ce que nous produisons et nous ne devons pas produire ce que nous consommons. Donc forcément, il faut encourager des exercices de production, des exercices, disons, des projets comme la GDIZ. Mais par contre, regardez la crise qu'il y a eu dans le soja et le cajou. On dit
on ne va plus exporter cela, on va transformer localement. Oui. C'est une bonne chose. Mais ça a entraîné la chute des prix pour les producteurs qui vendaient le même produit à 35 000 francs le sac, 40 000 francs le sac et qui aujourd'hui le vendent à 25 000. Cette chute du pouvoir d'achat des producteurs a eu un impact. Vous savez que 70% de notre population active travaille dans le secteur agricole. Donc, cette volonté d'industrialisation s'est faite aux dépens d'eux. Ils ont payé le prix du fait qu'ils ne peuvent plus vendre à l'étranger. Mais au même moment, nous ne vivons pas en autarcie. Le Togo, le Nigeria ont toujours des prix plus élevés. Vous savez ce qui se passe? La plupart de notre production va au Nigeria, va au Togo. Donc à la fin, c'est du lose-lose. Les usines n'arrivent pas à transformer tout. Tout va dans les pays voisins. Presque tout. Et ce n'est pas moi qui le dis encore une fois. C'est l'interprofession du soja qui avait fait un bilan à mi-parcours il y a quelques mois et qui a dit qu'une grande partie de la production, en réalité, était partie dans les autres pays, puisqu'ils étaient à peine à 100 000 tonnes achetées, alors que nous sommes à plus de 500 000 tonnes produits. Et le reste est parti par des voies détournées. Tout est parti dans les voies détournées à travers un appel d'air. Je ne suis pas en train de faire la promotion des voies détournées. Je suis en train de vous dire que oui, le fait qu'on ne vit pas en autarcie, lorsque vous voulez vendre un produit, vous allez acheter un produit à il faut que l'État fasse des efforts. Et que vos voisins l'achètent à 35 000, le producteur à qui vous n'avez pas donné la semence, c'est important. Parce que dans le cadre du coton, on a donné les semences, on a donné les intrants. Ça, c'est différent. Mais vous n'avez pas donné la semence au producteur. Il l'a acheté. Il s'est peut-être endetté pour l'acheter. Vous n'avez pas donné les intrants. Il s'est débrouillé. Il a produit. Et vous lui dites, tu ne peux pas vendre là où c'est à 35 000, mais tu peux vendre simplement là où c'est à 25 000. Tout le monde n'est pas patriote, vous savez, sur le plan du ventre. Chacun a ses impératifs. Cet producteur, dont la marge est déjà très faible, vous êtes en train de lui dire de pouvoir vendre au Bénin, mais à un prix inférieur auquel il pourrait se faire à l'étranger. Beaucoup, en réalité, vendent à l'étranger alors. Ce qui fait que les usines qui sont ici ne pourront pas transformer toute la production. Donc c'est pour vous dire comment une bonne idée peut, disons, se révéler inefficace sur le terrain si nous ne sommes pas capables de s'associer avec les acteurs. Maintenant, lorsque moi je pointe un problème, il faut proposer des solutions. Exactement. Et qu'est-ce que propose le parti LD? Sur ce sujet-là, oui, on peut faire comme ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont fait. Ils ont eu, pendant des années, ces problèmes. Sur le cacao, le Ghana, quand le Ghana donnait un prix sur le cacao, la Côte d'Ivoire donnait un prix sur le cacao, c'est celui qui mettait le prix le plus haut qui faisait l'appel d'air pour prendre les produits de son voisin. À un moment, ils se sont parlé, ils se sont entendus, ils ont harmonisé les prix. Et c'est terminé. Si celui qui sait qu'il va vendre à 350 au Togo, mais qu'il est capable de vendre même à 325 au Bénin, pourquoi vous voulez qu'il aille prendre le risque qu'on saisisse son stock et qu'on prenne son stock et qu'il perde tout à cause de 25 francs? Non, il ne prendra pas ces risques. Donc, il faut harmoniser les prix au plan régional. Il faut contractualiser. Si la GDIZ veut aider aussi les producteurs, elle doit pouvoir aussi aider les producteurs en leur donnant même les intrants. Si elle aide les producteurs en donnant les intrants, elle peut fixer le prix. En disant, je vous donne les intrants et on s'entend à travers une contractualisation pour pouvoir racheter la production à un prix donné. Mais si je ne vous donne pas les intrants, le prix est forcément flottant. Parce que vous, pour produire, vous êtes peut-être allé à la CELCAM, vous avez pris de l'argent, il faut rembourser avec des intérêts. Donc je ne peux pas vous imposer un prix d'achat fixe toute la saison si je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé pour pouvoir acheter vos intrants. Donc ça c'est un exemple sur la politique agricole, la politique industrielle. Nous, les LD, nous pensons différemment. Je peux vous donner l'exemple de la politique en termes d'expropriation. Vous regardez, l'article 22 de la Constitution nous dit que nul ne peut être exproprié sans juste et préalable dédommagement. Mais il y a des exemples. Vous allez à Tokbin, ou vous allez à Fiyéyan, vous allez à Vlekete. Il y a beaucoup de projets et ça a été documenté par Amnesty International. Beaucoup de gens qui ont été expropriés et qui n'ont toujours pas été payés. Vous savez qu'il y a quand même des personnes de mauvaise foi. Il y a eu des rencontres quand même avec la riveraine. Le rapport dont je vous parle, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Amnesty qui s'est assis avec ces personnes concernées, qui a discuté avec eux, qui a relevé des noms, qui a fait un rapport officiel. Je ne parle jamais sur des on-dit, je parle sur des rapports officiels, sur des chiffres officiels que je peux prouver. Et là, je suis en train de faire mention d'un rapport qui existe d'Amnesty International qui démontre que la politique d'expropriation doit être revue. Nous, par exemple, lorsque j'ai fini de dire ça, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. On doit revoir la loi pour que la politique d'expropriation soit revue. Ça veut dire quoi? On dit juste préalable dédommagement.
Ça veut dire qu'il faut s'assurer que les prix sont bons, préalables dédommagement, et qu'on puisse vous donner le temps de vous retourner. Et qu'ensuite, lorsqu'on parle de politique d'expropriation, ce ne soit pas pour faire des projets de promotion immobilière, comme à Togbin, ou des Béninois de la diaspora. J'ai beaucoup de camarades, de personnes avec qui je discute beaucoup, vu mon rôle de secrétaire aux relations extérieures, qui ont perdu leur maison. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir qu'on est en train de vendre ce terrain-là à d'autres Béninois pour des projets de promotion immobilière. Si on récupère leur maison pour faire une école, un centre de santé, des hôpitaux, je le comprends, il faut qu'on fasse un choix. C'est un sacrifice que nous faisons tous en donnant nos terres pour la collectivité. Mais lorsque vous prenez ma maison, vous la cassez, vous me donnez un dédommagement à peine 10% de ce que j'ai investi, et que je reviens 6 mois après, qu'on donne ce même terrain à M. Romiel qui construit sa maison, je me dis, mais vous auriez pu vous entendre avec moi et que je puisse conserver ma maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez que sur beaucoup de sujets, nous ne sommes pas d'accord. On a parlé du code du numérique, le code pénal. Au niveau du code pénal, le fait que la détention préventive devienne aujourd'hui presque la norme. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugés. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je pense que si je dois vous expliquer en quoi LD, UPBR, ce n'est pas la même chose, je serai là jusqu'à demain. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on a entendu avec le peu, nos internautes se font une idée justement de vos propositions parce que d'ici là, certainement, nous aurons à discuter un peu, échanger sur votre projet de société pour les enjeux. Et quels sont les grands enjeux pour 2026 au niveau du Parti Les Démocrates? Déjà, les grands enjeux du parti Les Démocrates pour 2026, déjà, c'est d'être à la hauteur de l'espoir gigantesque du peuple béninois. Nous sommes en train en ce moment de préparer 3 élections. Les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles. Au niveau des élections communales, nous sommes déjà en train d'avoir des dossiers de personnes qui veulent venir sur notre liste. Je peux vous assurer qu'il y en a tellement que... Beaucoup frappent à la porte. Beaucoup frappent à la porte. Ça veut dire que beaucoup de gens ont placé leurs espoirs sur nous. Et nous devons être à la hauteur de ces enjeux. On a parlé du projet. Ce qui aujourd'hui nous différencie de la mouvance, c'est que nous avons un projet alternatif. La base du projet, et ça c'est le premier enjeu, c'est de faire connaître notre projet. Notre projet, il est articulé autour de plusieurs points. La démocratie, parce que nous sommes convaincus, contrairement à la rupture, qu'on ne doit pas choisir entre démocratie et développement. C'est ce qui nous oppose fondamentalement. Eux, ils pensent... Parce que c'est l'appréhension que vous Parce que eux, non, ils l'assument. Parce qu'ils estiment que il faut choisir. Soit on veut se développer, il faut mettre la démocratie de côté. Bon, ils ne l'ont jamais dit. Non, lorsque le président dit qu'en ce moment, on travaille ensemble, on est trop pauvres pour pouvoir parler de politique, et puis dans 30 ans, lorsqu'on aura les moyens, on fera la politique. C'est l'idée. Nous, notre vision est que ce n'est pas parce que je pense autrement que le pays ne se développera pas. Il y a des pays africains qui ont une démocratie qui se développe. Je parle du Botswana, de beaucoup de pays, du Maghreb, de l'Afrique du Sud, il y a la démocratie. Et le pays se développe. On n'a pas à choisir. La démocratie est le chemin le plus simple pour pouvoir construire un idéal commun. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de Cotonou et de Parakou. Nous tous, nous voulons aller à Parakou. Mais le jour où on est tous ensemble, mais qu'il y a quelqu'un qui décide que lui ne veut pas aller à Parakou, il veut aller à Banté, on ne sera plus sur le même chemin. Nous, notre rôle, c'est de recréer cet idéal commun pour qu'ensemble, on s'entende sur la base. Et pour nous, la base, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Parce que même un investisseur, lorsqu'il amène son argent dans un pays qui n'est pas démocratique, il sait qu'à tout moment, il peut perdre son argent. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'état de droit, il sait qu'à tout moment, les choses peuvent changer. Il n'y a pas de stabilité. La démocratie permet la prévisibilité. On sait c'est quand les élections, on sait c'est comment les élections, on sait qui gagne. C'est le meilleur moyen d'attirer des investisseurs, vous savez. C'est l'atout comparatif du Bénin. Pourquoi les gens viendraient au Bénin avec 13 millions d'habitants et ils n'iront pas au Nigeria avec 200 et quelques millions d'habitants? Ils n'iront pas au Mali, ils n'iront pas au Burkina. Qu'est-ce que nous nous offrons de plus à un investisseur international? Il doit se dire, quand je viens au Bénin, mon argent est protégé. Parce qu'il y a l'état de droit. On ne va pas se lever un beau matin et m'exproprier ce que j'ai passé des années à construire. Il doit se dire qu'au même moment, nous avons une démocratie qui marche. Il y a un parlement qui fait le rôle de contre-pouvoir, il y a l'exécutif qui travaille et les contre-pouvoirs existent et jouent leur rôle. Dans un environnement comme ça, c'est le meilleur moyen de sécuriser les investissements. Donc pour moi, il ne faut pas choisir démocratie et développement.
Les deux vont ensemble. La démocratie, c'est le socle de base. Quand vous avez mis le socle de base, maintenant, vous pouvez construire différents étages de développement. Ça passe par une politique volontariste pour faire la promotion de nos petites et moyennes entreprises. Ça passe tout à l'heure, j'ai parlé de l'agriculture. Trouver un équilibre entre industrialisation et prix rémunérateur important pour les producteurs. Ça passe par la protection de nos marchés. Je n'ai pas donné des exemples. Vous regardez ceux qui font aujourd'hui des œufs de table, les poulets. Il faut les protéger. Il faut protéger notre industrie, faire la promotion de notre industrie pour que les PME locales gagnent des marchés dans le Bénin. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du fait qu'on doit envoyer la dépense publique vers des petites et moyennes entreprises. Je parle même de l'international. C'est très important de parler de l'international. Je suis secrétaire aux relations extérieures et l'international, c'est très important. Parce que nous sommes dans une communauté. Et notre communauté aujourd'hui ne se porte pas très bien. Nous avons beaucoup de pays qui ont demandé à quitter cette communauté. Tout simplement parce qu'il y a eu des coups d'État, et tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Comment aujourd'hui rebâtir notre maison commune? C'est un problème pas important de notre projet de société. Il faut, vous regardez aujourd'hui, le Bénin et le Togo sont mis ensemble pour faire la CEB. Nous devons multiplier ce type de projets où des pays vont se mettre ensemble. Des coopérations bilatérales. Des coopérations bilatérales, des coopérations multilatérales. Vous regardez la Constitution européenne, ça a commencé avec la Communauté économique du charbon et de l'acier en 1956. C'est allé vers la Communauté économique européenne et c'est allé ensuite vers l'Union européenne. La construction européenne a eu son histoire. Nous aussi, on a quand même fait des choses. Le Conseil de l'entente, nous avons travaillé ensemble sur la CEB, etc. Et il y a des projets sur lesquels on doit mettre les autres pays avec nous. Je ne parle même pas forcément des CEDEAO. Nous devons être volontaires sur certains projets, mutualiser les efforts. La lutte contre le terrorisme, nous avons forcément besoin de tous les autres pays. Se mettre ensemble, voir comment faire des brigades mixtes, ça c'est une proposition du Parti Les Démocrates, et ensemble réussir à éradiquer ce fléau. Mais pourquoi pas ensemble, travailler ensemble pour faire des projets, même des centrales nucléaires. Il y a de l'uranium au Niger. Cet uranium est vendu partout dans le monde. Et ils n'ont pas de centrale nucléaire dans le pays. Pourquoi le Bénin, le Niger, le Burkina ne peut pas s'entendre et dire bon... Et donc ça fait partie de votre projet de société. Mais bien sûr, je ne suis pas habilité ici à vous dire tout ce qu'on fera, mais je peux vous dire, nous avons un projet clair qui est axé sur la démocratie, sur le développement de la coopération régionale et internationale et sur la promotion des petites et moyennes entreprises, sur la justice sociale. Nous avons un projet clair, préparé par des intellectuels et des cadres qui ont certains occuper des responsabilités importantes, donc ils connaissent ce dont ils parlent. Et je pense que ce projet... En tout cas, au temps opportun, nous en parlerons, bien évidemment, avec votre disponibilité. Chabiaï, nous sommes en train de sortir de nos discussions, ça passe vite. Très vite. Mais la dernière question, c'est de se poser la question. Vous savez que ça, c'est une question de l'actualité. Il y a quelques jours, sinon hier seulement, par rapport à l'affaire Akpona, vous avez entendu des choses. Vous avez d'ailleurs fait même une sortie au niveau de votre parti politique. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a blanchi Samou Seydou à Dambi. Les allégations donc de Paulin Akpona sont rejetées. Quelle appréhension, vous personnellement? Je vous fais la question, acteur politique, quel est le regard que vous portez justement sur cette actualité? Je suis un peu dubitatif quand même, hein. Parce que vous m'avez parlé d'un organe qui s'appelle le Commissariat pour la prévention de la corruption. Oui. Donc, si je me souviens de mes cours de français, que quand j'étais au primaire, lorsqu'on parle de prévention, nous ne parlons pas d'un tribunal. Et je pense que le rôle, est-ce que c'est le rôle de ce commissariat de faire des audits et de blanchir les uns et les autres? En fait, c'est nous qui parlons que ça a été blanchi, mais bon, voilà. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est qu'une commission a été mise en place au Parlement. Oui. Que cette commission puisse faire son travail et peut-être faire des propositions, peut déposer un rapport et sur ce rapport que je pourrais m'appesantir, ou un tribunal fera des enquêtes, etc. Ou même si c'est une inspection générale, parler, mais je pense que un haut commissariat pour la prévention, je ne suis pas sûr qu'un tel organe est habilité à mener des enquêtes judiciaires. L'exécutif, c'est l'exécutif, le judiciaire, c'est le judiciaire. Il faut respecter quand même la séparation des pouvoirs. Je pense que c'est important d'être attaché à ces principes fondamentaux. Donc je ne vais pas faire attention à ces éléments de langage distillés pour pouvoir éteindre le feu. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quand même un ancien vous voulez parler du auditeur, oui. qui a été ministre, qui a jeté des accusations sur un autre. Je pense que l'autre a porté plainte
que ce qui doit être fait devant les tribunaux puisse se faire. Et nous, le moment venu, nous pourrons opiner sur cela et non sur les petites manœuvres pour pouvoir un peu nous divertir, même si ça ne nous divertit pas vraiment. Parce qu'il s'agit d'argent public et l'argent du public, c'est très sérieux. Très bien. Chabi Yaye sera candidat aux prochaines législatives? Je ne pourrais pas vous le dire. En réalité, moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est de servir mon parti. Mon ambition, c'est de servir la communauté et mon parti. Le moment venu, lorsque les conditions, c'est vrai, le moment est déjà là, on est tous dans des réflexions personnelles, mais là où le parti estimera que je peux être utile, j'irai. Moi, je suis un soldat de mon parti. Mes ambitions personnelles ne sont absolument pas au-dessus des ambitions de notre communauté. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour être là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Ce n'est pas le moment de pouvoir utiliser nos petites ambitions personnelles pour pouvoir diviser en interne. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment aller unis à cette élection, avoir un duo qui va incarner notre projet de société. Parce que le projet de société dont on parle, qui est aujourd'hui prêt au niveau du parti, c'est la base. Lorsqu'on choisira un candidat, forcément ce candidat va faire des ajustements à la marge, parce que nous devons forcément être ensemble sur ce socle commun. Très bien. Nous devons travailler à ce que les élections législatives, nous ayons la majeure partie, nous ayons la majorité au Parlement. Qu'au niveau des élections communales, nous puissions avoir le maximum de mairies. On a pu parler de la décentralisation. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut revenir et terminer enfin sur proposer un projet alternatif sans remettre en cause ce qui marche. Nous ne serons pas dans la théorie. Très bien. Nous serons pragmatiques. Ce qui marchera continue. Et tout ce qui ne marche pas, et on a abordé certains cas, sera corrigé pour le bien-être de nos populations et pour le bien-être de notre pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, Chabi Yaye, pour ces échanges bien nourris. Tout de même, je vous laisserai donc la parole pour votre mot de fin à l'endroit donc de nos téléspectateurs, de nos internautes. Chers téléspectateurs, chers internautes, ce fut un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, de pouvoir vous parler un peu plus de la vision du parti Les Démocrates. Il est important que vous puissiez savoir que le parti Les Démocrates se bat pour la restauration de la démocratie et pour l'enracinement de l'état de droit dans notre pays. Pas parce que nous sommes attachés à des valeurs qui ne seraient pas les nôtres, mais tout simplement parce que nous sommes convaincus que ces valeurs-là sont les meilleures valeurs pour pouvoir préserver le bien-être et attirer les investisseurs et faire la promotion de notre économie. Nous sommes attachés à la promotion de nos petites et moyennes entreprises, à la justice sociale. Comment faire pour aider la vendeuse qui est au bord de la voie, qui aujourd'hui a des difficultés à avoir accès au crédit? Comment faire pour que toi, jeune qui me regarde, puisse lancer ta première entreprise et qui se retrouve devant la banque sans garantie et en ne sachant pas quoi faire pour pouvoir lever de l'argent et développer ton business? Nous nous adressons à trois producteurs qui aujourd'hui ne savent pas comment trouver ta semence, ne savent pas comment acheter ta semence, ne savent pas comment acheter des intrants pour produire, ne savent pas comment la vendre au meilleur prix et qui est obligé aujourd'hui de pouvoir vendre sur des chemins détournés, prendre des risques de voir sa marchandise confisquée par les données pour pouvoir vendre son produit à un prix rémunérateur. C'est pour vous aujourd'hui que pour vous tous qu'on se bat. À toi, Dialysé, qui par le passé avait une certaine prise en charge pour pouvoir prendre en compte ton mal, nous nous battons pour que toi, ta vie soit meilleure. Nous nous battons aussi pour que nos sœurs, nos femmes puissent jouer un plus grand rôle au niveau du tissu économique. Nous nous battons pour que notre pays puisse être en paix, que les exilés puissent revenir et qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques dans notre pays. Nous nous battons pour tout cela. Nous nous battons pour vous, mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous tous, vous puissiez vérifier que vous êtes sur la liste électorale. Étoile 151, dièse. Vous vérifiez que vous êtes sur la liste électorale. Pour ceux qui ne peuvent pas changer de bureau de vote, rapprochez-vous de votre délégué pour choisir. Pour choisir une résidence secondaire et vous permettre de changer de centre de vote. Pour ceux qui nous regardent, votre vote est la meilleure manière de pouvoir exprimer votre mécontentement ou pas. Vous êtes devant un simple choix. Si vous estimez que tout est parfait, si vous estimez que le Bénin a déjà atteint l'émergence économique, que rien n'est à changer, qu'il n'y a absolument aucune réforme qui doit être modifiée, vous choisirez la continuité. Pour ceux qui pensent que nous sommes capables de préserver les acquis les plus essentiels, les projets les plus importants, tout en corrigeant à la marge ce qui ne peut pas, tout en réintroduisant une dose de social dans notre politique, tout en faisant la promotion des petites et moyennes entreprises, en préservant ce vivre ensemble avec une certaine prévisibilité au niveau de la démocratie et des élections. Si vous pensez ça, alors le Parti des démocrates vous attend pour qu'ensemble nous puissions changer ce pays.
pour le bien-être de nos populations. Très bien. Merci beaucoup, Chabi Yaye. Et justement, c'est sur ce message, mesdames et messieurs, que nous prenons congé de vous. C'est fini pour ce numéro de votre émission Matin les politiques. On va se retrouver très incessamment sur nos antennes pour d'autres thématiques avec d'autres citoyens béninois. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous. Bye bye.